Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci, excusez-moi de mon retard. Je suis très contente de cette nouvelle saison avec Lubitsch et Wilder, et sans doute Lubitsch qui va continuer de nous accompagner quand on parlera de Wilder, y compris à travers des extraits qu'on pourra voir. En fait, on a l'impression là, puisqu'on est en 1931, que c'est les origines de Lubitsch, mais vous savez, si vous êtes venus, alors c'était encore en vrai juste avant le confinement, si vous êtes venus voir La Princesse aux huîtres et Je ne voudrais pas être un homme, que en fait Lubitsch, bien sûr, il dépotait déjà à la période muette, 1919, La Princesse aux huîtres, en fait c'est aussi une comédie autour du désir féminin impérieux, autour de son actrice allemande aussi, Oswalda. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans cette grosse dizaine d'années entre 1919, ces films muets un peu délibérément, non pas burlesques, mais assez lourds, on pourrait dire, délibérément lourds, d'une certaine façon, dans la raffirmation de cet élan vital, de cette force vitale qu'il y avait dans ces films allemands berlinois, on pourrait dire, de 1919. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, Lubitsch a été invité à Hollywood par Mary Pickford, non pas pour ces films-là, ces délicieux films qu'on a montrés, mais plutôt pour les grands films, les tragédies. Il était connu à la fin des années 10 internationalement, quand le cinéma muet était encore un cinéma international, donc on pouvait être de renommée internationale puisqu'il n'y avait pas le problème de la langue. Et il était donc plutôt connu pour ces grandes productions avec Paula Negri, et c'est plutôt pour ça qu'il a été invité à Hollywood. Or, en fait, à Hollywood, ce qui l'intéresse, dit-il a priori, donc quand il y arrive à la fin de 1922, c'est de faire plutôt des comédies et plutôt autour du mode de vie américain. En réalité, les films, les comédies, principalement, effectivement, ce seront des comédies, mais les comédies qu'il va faire ne sont pas tellement situées aux États-Unis, sauf celles qu'on verra à la toute fin de notre petit parcours Lubitsch, qui est Le ciel peut attendre. Le reste, ça, c'est situé en Europe, mais dans une Europe complètement... non pas imaginaire, mais en tout cas de fantaisie. Et donc ce film-ci ne déroge pas à la règle. Il a fait 5 films avec Maurice Chevalier au début des années 30, à commencer par Parade d'amour avec Jeannette MacDonald, qui est dans plusieurs des films avec Maurice Chevalier. Alors celui-ci, si vous n'aimez pas Maurice Chevalier, eh bien... comment dire, il était déjà Maurice Chevalier, j'allais dire en roue libre. Il avait déjà, à ce moment-là, au moment donc de 1931 de ce film-ci, Le lieutenant souriant, il avait déjà marre lui-même de ce qu'on lui demandait à Hollywood, à savoir son accent, de rouler les yeux, de faire une certaine gestuelle un peu cartoonesque, et, disait-il, cute winks, des clins d'œil mignons. Donc il était lui-même très conscient de ce pourquoi il était utilisé à Hollywood, et il était d'ailleurs assez sombre sur le plateau du lieutenant souriant, contrairement à ce que le titre laisse entendre, parce qu'il avait perdu sa mère, parce que les deux actrices ne s'entendaient pas, parce que Lubitsch lui-même sortait d'un divorce, enfin bref. Voilà, donc comment est-ce qu'on arrive à trouver une certaine légèreté, malgré tout cela, dans un film qui fait partie donc de ce premier Lubitsch hollywoodien, on pourrait dire, à savoir un Lubitsch d'opérette. Mais qu'est-ce qui arrive à l'opérette quand elle est à Hollywood et avec cet acteur avec un fort accent français mais qui parle anglais? Donc je vous laisse découvrir. Évidemment, c'est un trait d'union aussi, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce film pour commencer Lubitsch. C'est un trait d'union avec le cycle de la saison précédente sur les comédies musicales, puisque malgré tout, je dirais, il y a 5 chansons dans ce film. Donc j'espère que vous les apprécierez, mais surtout j'espère que vous resterez un petit peu après pour qu'on en parle, le temps que je relise mes notes et que je vois ce que je voulais vous dire, que j'ai sans doute oublié de vous dire sur ce film. Si, bien sûr, Claudette Colbert, Myriam Hopkins, et vous les retrouverez dans d'autres films de Lubitsch par la suite. On verra si on a le temps
de vous montrer des extraits. Donc un film Paramount, exactement tourné à New York, dans le Queens, Astoria. D'ailleurs, il y a encore des studios, dans les studios d'Astoria, que de manière très éphémère, Lubitsch dont Lubitsch a dirigé la production. Il a été quasiment directeur de la Paramount, directeur en tout cas de la production de la Paramount, un peu plus tard, en 1934, mais à ce moment-là, il supervisait déjà, il était une espèce de cinéaste superviseur du studio. C'est assez important de le souligner parce que c'est rare à Hollywood qu'on accorde autant de confiance à un artiste. Il a fallu être Chaplin et construire son propre studio pour avoir ce type d'autorité d'une certaine façon, et cette fois-ci l'autorité a été conférée par le studio lui-même. Donc c'est vraiment quelqu'un qui quand même a réussi à s'épanouir, premièrement dans les studios, contrairement à ce qu'on peut dire sur les contraintes du studio, et deuxièmement à une époque où le fameux code d'autocensure des studios va arriver. Là on est encore dans la période pré-code, qui est, comme vous le savez, une période furieuse du point de vue, au contraire on sait que le couperet va tomber, et donc il faut se déchaîner, et Lubitsch et la comédie sexuelle de Lubitsch ne se prive pas de le faire. Voilà, bon, à tout à l'heure et bon film. Alors peut-être commencer par Maurice Chevalier et tout l'aspect extrêmement appuyé également des chansons, des paroles des chansons qui sont crues, enfin qui sont vraiment d'une sorte de comique troupier. Le premier avec nous sommes les brigadiers des boudoirs, etc. Nous n'hésitons pas à tirailler dans le noir. Bon. Et effectivement, je vous disais que Maurice Chevalier lui-même se lassait un peu de l'image qu'il avait déjà à Hollywood et de ce qu'on lui demandait de faire, mais vous aurez remarqué que justement le film joue aussi de cela, puisque finalement c'est de son sourire et de son clin d'œil appuyé au début que naît le malentendu qui l'enferre, qui le piège, qui le met sous le joug de la princesse. Donc d'une certaine façon, il y a une dimension réflexive, comme ça, une mise à distance de ces clichés du français qui est déjà Maurice Chevalier. Et finalement, le film en fait quelque chose, évidemment, avec toujours si vous avez vu d'autres Lubitsch, notamment celui qui est moins connu, qui s'appelle Illusion perdue, mais on retrouve ça aussi dans Clooney Brown, La folle ingénue, où il y a des histoires de tout, des histoires d'éternuement. Et là, d'une certaine façon, le clin d'œil, c'est aussi ça, c'est-à-dire ce que signifient toutes ces petites fonctions corporelles, tous ces petits gestes qui sont infralangagiers, on pourrait dire, mais qui sont quand même des signes et qui sont interprétés différemment et qui sont des signes toujours reliés au corps, à l'intimité, à la sexualité qui ne se dit pas mais qui commence à s'ébaucher. Donc là, le clin d'œil, c'est à la fois ça, c'est l'espèce d'interface, on pourrait dire, entre l'image du français à Hollywood qu'est Maurice Chevalier, donc le monde extérieur, le monde réfléchi, disons, par le film, du cinéma, et en même temps l'intime, la sexualité qui est évidemment au cœur de ce film, mais au cœur aussi de tous les Lubitsch. La sexualité, et on pourrait dire, puisque Maurice Chevalier est le personnage principal, que vous avez vu sur l'affiche d'ailleurs, il est en très très gros, puis il y a une femme de chaque côté, etc. On pourrait se dire, voilà, le film il a deux femmes pour lui, enfin bon, il y a ce côté. Mais en réalité, quand on pense à la structure du film lui-même, c'est ça qui m'intéresse, c'est que oui, au début, il en fait des tonnes, tout est autour de lui, on est chez lui, avec cette chose très drôle où les femmes défilent chez lui et où bien sûr tout le travail de Lubitsch, c'est celui de l'ellipse appuyée, c'est-à-dire que l'ellipse normalement c'est ce qu'on enlève, mais en réalité il a une façon d'appuyer ce qu'il enlève. Donc exemple, la lampe juste devant sa porte qui à la fois absente et rend d'autant plus présent l'acte sexuel dont on présume qu'il s'est passé la nuit, et puis le lendemain on le voit épuisé, et puis quelqu'un ressonne, et là on comprend que non, ça peut pas être encore une autre maîtresse, il va pas pouvoir, et puis c'est en fait pour son aide. Donc toutes ces
tout ce côté extrêmement appuyé autour on pourrait dire des fonctions viriles de ce héros au début, je trouve, et de manière assez inattendue, alors vous me direz, dans toute la dernière partie du film, il y a une inflexion, on quitte la comédie un peu, de plus en plus, il y a des espèces de scènes comme ça en écho, à chaque fois que finalement Franzi, donc jouée par Claudette Colbert, s'aperçoit qu'elle est d'abord un peu délaissée, puis finalement quittée, jusqu'à cette espèce de fusion entre les deux, la blonde et la brune, qu'est cette chanson assez extraordinaire. Je trouve que c'est même le meilleur moment du film, et sans doute la meilleure chanson du film, Jazz Up Your Lingerie, fais swinguer ta lingerie, on pourrait dire, et où, au fond, je me disais, à la fois on a jusqu'au bout finalement, parce que la scène elle-même de la rencontre entre les deux femmes, elle commence aussi de manière très comique, avec une forme de burlesque des larmes, avec vraiment on dirait presque un numéro de clown, hein. C'est-à-dire je pleure mais je suis déjà en train d'ouvrir le tiroir pour prendre les 2 mouchoirs et donner le mouchoir à l'autre, etc. Et en même temps elle finit par être une profonde joie du partage musical, une transformation de l'une par l'autre, un don, on pourrait dire, de l'une à l'autre, puisqu'elle lui donne l'homme qu'elle a aimé. Et puis à la fin, il me semble, dans la mise en scène même, la façon dont Lubitsch filme Claudette Colbert, qui sort de la pièce de dos et qui fait un petit signe comme ça, et on voit sa démarche, et elle s'en va au fond de la pièce et la caméra ne la suit pas, la caméra reste avec la princesse. Donc on a un plan de grand ensemble et voilà, elle s'en va au fond du plan. Il y a quelque chose de l'ordre du presque tragique, c'est-à-dire plutôt du mélodrame. Elle a, me semble-t-il, une tenue même de mélodrame. Elle a un accoutrement de mélodrame qu'on peut voir dans des films avec Garbo, voilà, vraiment des mélodrames de cinéma, et en même temps une espèce de grandeur. Alors qu'au tout début, tout ce qui est palais, etc., est filmé comme une pompe un peu ridicule, un peu voilà, risible. Et voilà, je trouve que le film a ces inflexions-là et n'est pas seulement... alors il est léger, on pourrait dire, on n'est pas encore dans la mise en scène dans du très très grand Lubitsch, il n'est pas encore à l'apogée de ce qu'il peut faire aux États-Unis, mais quand même, le film contient ces passages-là, ces nuances, ces façons de passer de quelque chose de... Oui, du rire un peu lourd et délibérément vulgaire à autre chose de beaucoup plus poignant. Mais peut-être que ça ne vous a pas spécialement touché. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, peut-être. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, peut-être. Ou si... Alors, j'ai le micro, là, si quelqu'un veut prendre la parole. Si vous détestez Maurice Chevalier. C'est vrai que tu parlais de la princesse aux huîtres en introduction, oui. Et quelque part, ça m'a fait penser parfois un petit peu à ça. Oui, parce que c'est une femme qui dit à son père achète-moi un mari. Je veux ce mari, je veux celui-là, puis si je ne l'ai pas, je vais tout casser. Et c'était ce que disait la princesse aux huîtres, donc fille du roi des huîtres, d'un gros industriel dans le film muet. Et effectivement, il fallait que le père lui apporte, lui permette d'avoir son prince. Il s'appelait d'ailleurs Niki, il me semble, aussi. Et là, il y a ça, dans le sens où Lubitsch, finalement, donne l'impression au début, comme je disais, de s'intéresser à cette espèce de mâle, de Don Juan, enfin de coq en pâte, comme ça, français, exerçant ses pouvoirs amoureux sur tout ce qui bouge, et que, en fait, ces films sont sur le désir féminin. Enfin, oui, alors, et masculin dans celui-ci, mais comme par hasard, on a deux héroïnes. Donc ça démultiplie aussi quand même deux façons de désirer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, le personnage de Maurice Chevalier est attiré non pas par une femme en particulier,
il est attiré par le fait qu'elle ait des sous-vêtements qui vont faire qu'il va la regarder et voir qu'elle est là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai reçu. En fait, comment c'est un fétichiste. Alors, je ne sais pas si lui en particulier, c'est ce que Lubitsch a voulu dire. Mais on a vraiment l'impression qu'au moment où effectivement elle est éduquée par, en fait, c'est les mêmes, la blonde et la brune. Voilà. Oui, je pense c'est même pas la fonction ni de prince ni de musicienne qui importe finalement. Ce qui importe, c'est le regard de l'homme, comment il reconnaît la femme, et il la reconnaît. Enfin, il la voit parce qu'elle l'attire par ses vêtements, son attitude. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, ce qui importe, c'est le regard de l'homme. Attendez, parce que, me semble-t-il, ce qu'elle fait en mettant ces sous-vêtements-là, c'est quand même aussi exprimer son désir qu'elle avait depuis le début, mais d'une autre façon. Donc au fond, c'est pas tant le regard. Et effectivement, elle apprend à changer le regard de l'homme sur elle, mais c'est pas, me semble-t-il, pour le film tant que ça du regard de l'homme dont il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais lui passe de l'une à l'autre sans difficulté au moment où elle. Oui. Alors c'est ça qui. Elle montre son. Enfin, elle lui a dit qu'elle l'aimait, qu'elle le désirait, mais au moment où elle le montre vraiment physiquement par une attitude qui ressemble à l'attitude de Claudette Colbert, ben, il oublie, enfin presque. Effectivement, elle s'efface, comme vous dites. C'est très beau cette scène où c'est elle qui change de vêtements et d'attitude. Elle se rétracte, elle s'efface, elle s'en va. Et voilà, c'est ce que j'ai vu de la relation. Enfin, en tout cas, ce que Lubitsch a voulu montrer à cette époque. Peut-être. Cette fin est quand même un peu étonnante. C'est-à-dire qu'on s'attend, on se dit, on peut se dire, il faut qu'il revienne avec la première. C'est son amour, c'est celle qui, c'est la musicienne, la femme indépendante, etc. Et non pas la fille capricieuse qui a demandé à avoir. Donc le film est dans une sorte d'amoralité instituée au début, c'est-à-dire c'est normal, ils ont une relation qui est hors mariage, ils sont libres, ils se voient, ils couchent ensemble dès le début, puisqu'il y a aussi ce gag, enfin cette scène intéressante où elle dit, où il y a l'histoire du petit déjeuner justement, où il lui dit est-ce que tu veux pas rester au petit déjeuner, et elle dit non. Et donc ensuite, la scène suivante, ils sont ensemble au petit déjeuner. Alors, je ne sais pas comment vous le comprenez. Moi, finalement, je ne le comprends pas comme elle est quand même restée et ils ont couché ensemble, mais plutôt comme une ellipse où, voilà, après coup, ils sont effectivement amants et ils sont au petit déjeuner. Et puis, ça revient, cette histoire de petit déjeuner, quand elle part et qu'elle dit à Anna, les filles qui sont là au petit déjeuner, on ne reste pas à dîner. À savoir, on ne les autorise pas d'une certaine façon à faire partie d'autres moments du repas, c'est-à-dire, il y a une autre expression en anglais qui me vient en tête qui est there are women you wed, there are women you bed and women you wed, donc c'est-à-dire une espèce de distinction qui serait faite entre les femmes avec qui l'on couche et les femmes que l'on épouse. Et c'est elle-même disant cela qui se classe dans la catégorie de celles qui ne peuvent de toute façon pas être épousées, ce qui est d'une auto-cruauté. Mais le film, évidemment, se distancie de ça, puisque il ne me semble pas du tout que Lubitsch, lui, moralise. Mais donc, on est dans cette première partie où on se dit, d'accord, c'est Vienne, ce sont les mœurs voilà, de troupières et musiciennes et artistes de la bohème viennoise. Et puis ensuite, finalement, quand même, il y a une espèce d'autre forme d'amoralité que cette fin, puisque il va rester... l'époux, il va rester dans la richesse, le pouvoir, et on pourrait dire qu'il a eu la brune à l'intérieur de la blonde. C'est ça que vous voulez dire quand elle met les dessous que lui a conseillé la brune. Finalement, elle a mangé la brune. Enfin, la blonde a intégré la brune et il a les deux en un. Oui. Donc c'est une autre forme d'amoralité qui est quand même
quelque chose qui nous force à nous décaler un peu. Et je me disais que Lubitsch, en fait, cherche quelque chose dans le triangle amoureux. Le triangle amoureux qui n'a pas d'âge, hein, qui est dans toutes les œuvres depuis très longtemps, mais, et qui est notamment un modèle vaudevillesque, enfin, de boulevard, si on veut, d'adultère. Sauf qu'il cherche autre chose. On voit déjà là qu'il cherche autre chose, puisqu'il y a quelque chose d'adultérin, hein, Monsieur sort. Hein, d'ailleurs, elle le dit à son père, vous savez ce que ça veut dire être de sortie, ben voilà, il sort. Et c'est amusant aussi ce côté hétérogène qu'apporte Maurice Chevalier. Je ne sais pas si vous y avez pensé, quand il revient en état d'ébriété et qu'il refait ratatata et qu'il monte l'escalier, et évidemment avec son canotier, évidemment on pense à l'artiste de music-hall qu'il était et aux escaliers des cabarets. Enfin, il y a quelque chose là de par accord qui est délibéré dans ce palais. C'est-à-dire que tout à coup, le palais devient aussi potentiellement intègre. En fait, elle s'est achetée un Maurice Chevalier, d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est que Lubitsch cherche quelque chose, je pense, de l'ordre de la polygamie. Donc il cherche ce qu'on peut faire avec un homme, deux femmes, je ne sais pas si on peut passer l'extrait peut-être, du film suivant, qui sera, enfin, du film de 32, qui sera Serenade 3, je ne sais pas si tu veux... Ben oui, parce que je pense que... Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, il cherche ce qu'il est possible dans les scénarios. Alors, c'est pas lui là qui écrit les scénarios, mais peu importe, de même que quand il a pris en 1925 L'éventail de Lady Windermere de Oscar Wilde, l'un de ses films très intéressant, parce que c'est un mélodrame muet et que c'est plutôt inspiré de l'opinion publique de Chaplin en termes de mise en scène, en termes de quelqu'un qui est plutôt qui fait de la comédie et qui tout à coup s'essaye au mélodrame comme l'a fait Chaplin en 1923, et ça avait marqué Lubitsch. Mais en fait, quand il prend cette pièce d'Oscar Wilde, il met un point d'honneur à ne garder aucun des dialogues de Wilde, par exemple. Donc, évidemment qu'il se réapproprie complètement les scénarios. Et donc, je pense que ce qu'il cherche, c'est voilà, comment, au fond, on peut réfléchir à une forme de polygamie, ou de polyamour, on dirait aujourd'hui, parce que polygamie implique un seul sens, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs femmes pour un homme. Là, c'est le cas, mais en réalité, dans d'autres de ces films, c'est pas le même schéma. Donc peut-être je vous montre l'un des deux extraits que j'ai apporté, et qui est ce film avec Miriam Hopkins, justement, qui là débutait dans Le lieutenant souriant avec Lubitsch, mais que Lubitsch aimait beaucoup, à tel point que dans Le lieutenant souriant, vous aurez peut-être remarqué, elle a son meilleur profil, hein, puisque c'était quelque chose de connu. Je disais qu'elle s'entendait mal avec Claudette Colbert sur le tournage. En fait, les deux avaient le même meilleur profil. Donc, donc quand elles se parlent ou quoi, on ne peut pas les filmer toutes les deux de leur bon profil. Et en fait, Lubitsch, on voit qu'il préfère Hopkins, la blonde, parce que... il lui donne son bon profil. Bon, bref. Mais il reprendra quand même Claudette Colbert. Regardons peut-être le début donc, de Serenade 3, qui est Design for Living, et qui date de 32 ou 33, donc on est 1 ou 2 ans après. Alors vous voyez que déjà, ils dorment, elle dort entre les deux hommes dès le début, hein, quand même, avec cette chose en quinconce, là, avec les pieds, et puis lui qui touche les pieds dans ses rêves, avec le jeu sur le flou. Enfin bon. Donc le trouble, on pourrait dire, est déjà établi dès cette première scène du film. Et puis, il y a encore l'histoire des sous-vêtements. Et c'est vraiment quelque chose de récurrent chez Lubitsch. C'est évidemment très important dans Le lieutenant souriant. Et vous aurez peut-être reconnu, si vous vous souvenez, de La sirène du Mississippi de Truffaut. À un moment, il y a ça aussi. Il brûle des sous-vêtements. Belmondo brûle des sous-vêtements de Deneuve. Et je suis absolument sûre que Truffaut a ce plan en tête exactement de la cheminée avec les sous-vêtements qui brûlent. D'ailleurs, il a écrit quand il était
critique. Truffaut a un texte, Lubitsch était un prince, il adorait évidemment Lubitsch. Donc voilà, il y a pourquoi le sous-vêtement? Sinon parce que effectivement dans cette économie lubitchienne, puisqu'il y a cette fameuse expression de la Lubitsch touch, c'est devenu vraiment le cliché, la tarte à la crème qui serait un style Lubitsch, mais je dirais que c'est plutôt une économie de mise en scène, à la fois d'écriture au sens du scénario, mais plus généralement d'écriture au sens de toute la mise en scène d'un film, et ce dosage, ce rapport, cette tension créée entre justement l'ellipse, ce qu'on enlève, ce qu'on ne montre pas, et l'emphase, ce qu'au contraire, le détail qu'on va surligner, alors par un très gros plan par exemple, le très gros plan, il n'y en a pas tant que ça dans le film finalement, le très gros plan de la clé, quand elle laisse la clé sur le palier, quand elle lui laisse la clé sur le palier, première fois qu'il y a cette première rupture. Et finalement, comme il y en a peu, ils sont quand même très marquants. Et dans ce même ordre d'idées, où les objets prennent une espèce de consistance matérielle, finalement, je suis assez tentée de dire que la Lubitsch touch, c'est quelque chose de tactile. C'est-à-dire que si on emploie cette expression, c'est effectivement que dans les films de Lubitsch, et c'est pas vrai de tous les films, regardez des films français, disons un peu plus banal, on pourrait dire, de cette période, ou des films hollywoodiens, pareil, de gens qui ne sont pas des grands cinéastes de cette période, à part Renoir en France, finalement, vous allez voir qu'on ne voit pas autant la substance, la brillance, la consistance des objets et surtout des matières, des étoffes. Là, c'est le grand costumier Travis Benton, l'un des grands d'Hollywood, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est pas du tout pour montrer que c'est une princesse, donc les décors et les costumes doivent être beaux. C'est pas la question, ou doivent être dans la pompe. C'est vraiment quelque chose de sensuel, et que le vêtement est déjà le début du corps. Enfin, c'est presque du Roland Barthes quand il a écrit sur ce système de la mode, avec chaque petit détail de vêtement qui peut faire sens, auquel voilà, un col mis comme ça, un bouton un bouton brillant versus un bouton mat, etc. C'est comme une espèce de langue faite d'opposition, et il me semble qu'il y a un petit peu ça dans la façon dont Lubitsch traite les vêtements, qui sont beaucoup plus que simplement un jeu qu'on pourrait dire habituel sur les apparences. C'est-à-dire, on est militaire, c'est l'uniforme, l'apparat, etc. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre du sous-vêtement dans le vêtement. Et d'ailleurs, dans la chanson où il dit... est-ce que c'est une chanson ou est-ce que c'est un dialogue où elle dit mais entre les 16 heures passées avec la princesse et les 8 heures passées avec moi, il y en a 4, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Il dit je m'assurais que mes boutons étaient bien astiqués, voilà. Avec aussi, bon, dans tout le film, toutes les allusions sexuelles qu'on peut avoir, même sur l'affiche. Bon, bref, je vais pas Mais en tout cas, clairement, le vêtement, je dirais, mène au sous-vêtement. On pourrait dire le vêtement n'est que la phase émergée de l'iceberg sous-vêtement. Et c'est quelque chose qui fait partie de cette économie de la mise en scène extrêmement rigoureuse de Lubitsch, dans laquelle l'objet fait saillie, donc le vêtement étant l'objet suprême parce que c'est un objet du corps, c'est un objet rattaché au corps, mais au fond, tout objet est un corps en puissance. Je sais pas si j'arrive à... Ça s'inverse, c'est-à-dire que même les objets qui ne sont pas des vêtements, ils ont une vie à l'intérieur du film qui fait que je trouve qu'ils ont quelque chose de très... de très incarné, de très brillant, et tout ça, ça passe par un travail photographique, un travail de fabrication, etc. Alors que, par exemple, les scènes de train, vous aurez remarqué les scènes d'ensemble où on voit le petit train, on dirait qu'ils s'en fichent complètement qu'on voit que c'est une maquette.
Ça n'a aucun... Je veux dire, c'est vraiment des scènes de transition qui ne sont pas du tout investies. Tandis que d'autres détails, la forme d'une robe, le satin, la robe avec une collerette très très grande versus les cols de fourrure, etc. Tout fait sens dans la transformation, dans l'espèce de métamorphose des personnages et surtout dans ce qui circule du désir entre eux. Donc évidemment, ça culmine avec les conseils sur la lingerie, avec le jeu sur la surimpression des garde-robes, hein, qui est un gag en lui-même, avant-après. Enfin, c'est l'effet Cendrillon, quoi. Mais de manière plus subtile, c'est là, finalement, dans tout, dans les chapeaux, dans les... Alors, si vous avez encore un tout petit peu de patience, je vous ai amené un deuxième extrait, du coup. Ouais, je te refais te relever. Qui est lié à ça. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être vous voulez intervenir, je ne veux pas vous couper la parole. Mais vas-y, le temps que tu installes l'extrait. Oui, il y a le passage avec les 2 coussins aussi. Oui, tout à fait. Alors, et puis les deux jarretières alors voilà, là, il y a sont, ces objets. Alors, et vous aurez remarqué que plus l'élément est petit, d'une certaine façon, plus on est satisfait, je dirais, en tant que spectateur. C'est-à-dire comme si... plus c'est économique et mieux c'est. Il faut que l'objet soit de plus en plus petit. Et d'ailleurs, il y a cette tradition, alors je ne sais pas, en Amérique, mais quand on se marie, il faut porter quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf, etc. Il y a ça dans Elle et lui, hein, où elle achète une pièce de sous-vêtement qu'on ne voit pas, mais dont on entend parler. Il y a ça, il y a ce côté ritualisé, finalement, y compris du sous-vêtement. Alors, on voit peut-être le début de cet autre film, alors plus tardif, de 1938, que vous connaissez peut-être, qui est la 8e femme de Barbe Bleue. Bon, c'était aussi pour vous montrer la suite de Claudette Colbert, de même que je vous ai montré la suite de Miriam Hopkins chez Lubitsch. Mais, et vous voyez aussi que ce sont des idées qui sont dans Le Lieutenant Souriant, mais qu'il poursuit. C'est comme s'il développait toute une petite scène dialoguée autour de quelque chose qui est plus saupoudré, peut-être, dans Le Lieutenant Souriant, mais qui est là. Et notamment, vous vous souvenez dans cette scène-ci du mot Tchécoslovaquia, avec les lettres qu'on épelle, et vous aurez noté que dans Le Lieutenant Souriant, il y a ce moment où il doit épeler le nom de Flausenturm, qui d'ailleurs veut dire tour des bêtises, tour des sonnettes, enfin des sornettes. Enfin, il y a un jeu de mots sur ce pays un peu ridicule, petit, mais en fait, c'est parce que je crois que chez Lubitsch, là encore, et on le retrouvera dans plusieurs de ses films, quelque chose, comment dire, les objets prennent une telle importance, font une sorte de saillie qui fait qu'on en parle et que ça devient des mots, c'est-à-dire qu'on entend le mot pyjama, on entend ces mots prennent une importance, lingerie, voilà, lingerie dans la chanson Jazz Up Your Lingerie, etc. Ils prennent une importance presque disproportionnée par rapport au film habituel. Donc, en tant même que mots, les mots ressortent d'une certaine façon. Voilà, il y a cette... Je l'exprime très mal, mais voilà, il y a cette espèce de balancier entre des objets qui sont des mots, qui sont dans les dialogues, qui ont une présence dans les dialogues, dans ce qui circule du désir entre les personnages, et des mots qui sont objectivés d'une certaine façon. Tout à coup, les mots... On s'intéresse à leurs lettres, à leur matière, on les sépare, on les épelle, et ça devient quelque chose d'écrit, de visible à l'écran. Et il y a ces deux choses qui, dans la mise en scène chez Lubitsch, fonctionnent dans cette économie de cette sorte de circulation du désir permanent qui est quand même l'essence même des films de Lubitsch, sachant que ce désir, ce côté frénétique qu'il y a dans Le Lieutenant Souriant au début, hein, vraiment il affirme que voilà, c'est ça sa vie, au fond, c'est d'être dans une espèce de bouillonnement amoureux perpétuel, et puis finalement c'est lui qui se fait approprier par la princesse, et là il veut plus du tout, hein, il veut plus, vous pouvez amener un cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire, hein, c'est quand même très, très explicite. Et bien
cette affirmation, cette suraffirmation de la sexualité, comme il y a aussi au début de La 8e femme, où Gary Cooper s'imagine que donc elle vit avec un autre homme et que cet autre homme dort torse nu. Donc, eh bien, en fait, me semble-t-il, dans l'économie de la mise en scène, il est aussi contrebalancé, enfin, il fonctionne aussi en tension avec quelque chose de très sec et presque aussi de très vertigineux du plan vide, par exemple. La façon dont les gens rentrent et sortent tout le temps, hein, c'est connu que chez Lubitsch, il y a beaucoup de portes. D'ailleurs, Mary Pickford, l'actrice l'actrice et productrice qu'il a invitée à Hollywood à venir s'installer à Hollywood pour jouer dans des films qu'il met en scène, a été assez déçue. Elle l'aimait bien, ils étaient amis, mais elle a été assez déçue du travail avec lui. Et elle a dit, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de diriger des portes plus que de diriger des gens. C'est pas complètement faux, d'une certaine façon, et vous aurez remarqué l'importance dans les décors des portes. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est un reste du théâtre. C'est une sorte de théâtralité. On est encore au début des années 30. Le cinéma s'est pas encore complètement détaché du théâtre. Et d'ailleurs, Lubitsch, il a commencé acteur dans la troupe de Max Reinhardt, le Kammerspiel, etc. En réalité, je pense qu'il invente une théâtralité cinématographique des portes, mais que ça fonctionne, là encore, par opposition avec autre chose. Par exemple, peut-être la porte et le lit. La porte verticale et le lit qui a une importance puisqu'on commence avec le lit de Maurice Chevalier, on le voit dans son lit, enfin, c'est rare quand même on voit ses pieds nus quand il se met au lit, etc. Il y a une matérialité forte de ce meuble qui est comme une petite île à l'intérieur de la maison, c'est le meuble central ardent de la maison. Et puis il y a tout ce rituel avec on dépiote le couvre-lit pour la nuit de noces royale, et puis comme vous avez bien remarqué, on met les deux oreillers l'un sur l'autre. Au cas où on n'avait pas compris que ce qu'on préparait, c'était un lieu, une scène, la scène de la sexualité du pouvoir, et qu'il fallait encore plus la figurer en mettant un oreiller sur l'autre. Mais donc, par exemple, les portes, les pièces vides, le fait que quand les gens quittent une pièce chez Lubitsch, ils la quittent vraiment. C'est-à-dire qu'on sent tout à coup que c'est très grand, que c'est haut de plafond, que les portes sont très fermées, etc. On a une sensation du décor. Alors, ce n'est pas Ozu qui fait des plans vides, urbains, très très longs, et dont on sent que... Voilà, il insiste sur le fait qu'il n'y ait pas de personnage pendant assez longtemps. Ce n'est pas aussi marqué. Mais malgré tout, je pense que toutes ces petites choses, on les sent. Et bien sûr, la porte étant aussi une figuration, disons, littérale et très matérielle de l'ellipse. Hein. Ce qui se passe derrière la porte nous est à la fois caché et montré, puisqu'on reste devant cette porte. Donc on peut se... Donc, il me semble qu'il y a cette tension entre ce qui serait de l'ordre du trop-plein, du détail excessif, du très gros plan, du tout petit objet qui devient très gros sur l'écran, et puis, au contraire, de quelque chose de beaucoup moins facile à appréhender, du vertige, du moment mélancolique, hein, ces moments avec Claudette Colbert, du plan vide, de la scène qui reste là, de tout ce palais qui reste... Qui a été à un moment, à un éclair, une espèce de... avec l'escalier comme un cabaret, puis qui en fait, non, peut aussi être complètement lugubre. Et il me semble que c'est finalement déjà à cette époque assez complexe, ce système, disons. Oui, puis la présence des escaliers dans ce film est justement une opposition entre les escaliers de l'appartement du personnage de Maurice Chevalier, où là les femmes montent et il se passe quelque chose dans sa chambre, enfin dans son appartement, et puis cet escalier monumental du palais où au contraire là il monte tout seul, un peu comme s'il était c'est lui qui fuit, qui monte, et aucune femme ne monte. Et puis les portes. Oui. On a encore en tête la porte de l'appartement avec le losange, là, avec la vitre. On voit ça plusieurs fois. Et
Oui, l'escalier au début, là encore, est traité de manière un peu burlesque, avec la scénette, pas très drôle d'ailleurs, avec le tailleur qui amène sa note. Mais c'est pas très drôle, mais la façon dont la musique fait du Mickey Mousing, ce qu'on appelle du Mickey Mousing, c'est-à-dire utiliser des accents en musique sur les gestes des personnages, comme si on était dans un dessin animé, parce qu'ils montent, alors il y a des petits... la clarinette ou je ne sais plus ce que c'est, quel instrument fait que chaque marche est marquée comme ça. Ensuite, la musique prend là encore, se complexifie en fait. Au début, on se dit ah d'accord, ça va être juste une petite chansonnette. Il décrit qui il est, c'est un peu grivois, c'est même très grivois, etc. Et puis la musique appuie le côté burlesque, les gags. Et en fait, si vous y pensez, elle est très importante, la musique, jusqu'à cette fin où il va revenir voir sa femme, la princesse, parce qu'il entend qu'elle est en train de jouer un air de jazz et que c'est inhabituel. Mais en fait, la musique est là à tous les... pas sous la forme, justement, de la comédie musicale où il y aurait des moments dansés et chantés, mais de manière plus quotidienne. Et ça, c'est assez nouveau. Si vous étiez là, et certains d'entre vous étaient là pour la comédie musicale, finalement, exactement à cette époque, il y avait plutôt les films de Busby Berkeley, cette structure de la comédie, du film de coulisses, où il fallait dire, bah voilà, on fait un numéro, donc comme ça on vous le montre, et soit on le joue, soit on le répète, et c'est ça qui fait la comédie musicale. Vous voyez que là, en fait, oui, il y a des moments où elle joue sa valse, mais c'est beaucoup plus fin dans la façon dont c'est inséré, et de plus en plus dans... Et on voit par exemple que Miriam Hopkins joue vraiment du piano. Il y a quelque chose d'assez organique dans le rapport de la musique. C'est d'ailleurs comme ça au début qu'il séduit Claudette Colbert, c'est-à-dire que l'autre se fait piquer la femme qu'il aime parce que lui il dit ah oui, la valse, et puis il se met à chantonner la valse, et c'est parce qu'il chantonne bien la valse que l'autre lui répond. Donc là encore, Maurice Chevalier. Il y avait un peu ce rôle-là de Gabin, quand il était lui aussi, à la même époque en France, connu comme artiste de music hall avec Mistinguett, et puis qu'il est passé au cinéma. On en garde quelque chose. Ça, je trouve ça assez finement tissé quand même, finalement, dans le film. Mais ce sera encore plus... je dirais sophistiqué, puisqu'on a parlé de comédie sophistiquée. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer vraiment au Lieutenant Souriant, qui fait encore partie de cette époque plutôt opérette de Lubitsch, et ça va vraiment changer à partir de Haute Pègre, donc Trouble in Paradise, qui ne date pas qui date en fait de 32, je crois. Donc finalement l'année suivante, ou 33, c'est ça, 32, je ne sais plus. Donc en fait c'est vraiment très très proche, mais ça ne se rattache pas au style opérette. Il n'y a pas toute cette utilisation, je dirais, du rituel qu'on tourne en dérision, du rituel de l'Europe, dont il vient lui-même, Lubitsch. C'est autre chose, mais il me semble que même dans celui-ci, qui est situé à Vienne, ou dans l'Autriche-Hongrie, ce qui l'intéresse, c'est le quotidien. Par exemple, les gros plans, c'est aussi des gros plans sur le téléphone. Ou par exemple, il va filmer le père de Anna, le roi, qui appelle son cousin et qui l'appelle Amp. Vous vous souvenez ? C'est l'empereur et il appelle « Salut Amp ». Et c'est des espèces de petites de traits plutôt d'américanité, je dirais. Moi, j'ai l'impression déjà de voir Lubitsch qui dans la langue, etc., dans les petites habitudes, est déjà américanisé, en tout cas s'intéresse à cet aspect extrêmement quotidien et un peu trivial, tout autant qu'à quelque chose qui serait de l'ordre de l'apparat, de choses qui intéressaient par exemple beaucoup plus Joseph von Sternberg, qui travaillait avec Marlène Dietrich, avec qui Lubitsch va aussi travailler, mais on voit que Sternberg, ça le fascinait, la pompe et tout ça. C'est quelque chose d'européen que lui, à Hollywood, pouvait recréer, et c'était un faste qu'il prenait très très au sérieux. On voit bien que Lubitsch
le lit, c'est plus important que les mouvements de foule et les mouvements militaires, me semble-t-il. Enfin, je crois. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui, mais Charlotte, il y a une question, mais peut-être qu'on y reviendra au fur et à mesure du cycle. Ouais. Et en fait, c'est le rapport à l'argent qui me fascine, en fait, dans les films dans la négociation du pyjama. Oui, mais même au la début du 8e. lieutenant souriant, cette histoire de notes avec son tailleur, là, qui est moi, que je trouve assez drôle, en fait. Mais ça me fascine, en fait, parce que tu parles beaucoup de la question de la matérialité. Ouais. Et je trouve ça assez étonnant, en fait, cet intérêt pour la matérialité, et en même temps, cette absence de questionnement sur comment l'argent arrive, et comment est-ce qu'on en a ou on n'en a pas. On en reparlera parce que ça revient souvent, je pense, dans ces films. Alors, ça revient ou ça revient pas? Parce que tu as l'air de dire que ça ne revient pas, que ça n'est pas présent, d'une certaine façon. Non, il y a un rapport à l'argent, en tout cas, et le questionnement, en tout cas, est revenu. Là, comme j'ai revu Le ciel peut attendre pour le cycle, au début, il en parle, etc. Et non, c'est une interrogation, en fait. Mais qu'est-ce que tu trouves drôle dans ce gag du tailleur avec la note? C'est l'insouciance, en fait, de Maurice Chevalier par rapport à ça, qui est assez drôle, et que de toute façon, il n'y a pas tellement de conséquences, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est ce truc où c'est jamais un problème, mais c'est pas forcément, on a l'exemple, il me semble, dans le Design for Living, Serenade 3, il me semble que c'est plutôt, j'ai pas le film très bien en tête, mais c'est plutôt des personnages bohèmes, il me semble, dans le film, donc c'est pas forcément la question. Mais il y a un rapport à l'argent direct, puisque même dans la première scène qu'on vient de voir, elle est publicitaire, c'est-à-dire qu'elle parle d'art, et en fait, eux, elle est obligée de dire « je suis une artiste commerciale », c'est-à-dire une pubarde, j'allais dire, exprès. Donc son travail, c'est de dessiner des Napoléons, mais en caleçon. Donc il y a à la fois l'articulation de l'argent, c'est-à-dire qu'elle parle d'art, eux sont soi-disant des vrais artistes, mais en fait elle, pas vraiment, et en même temps l'articulation entre l'argent et la sexualité. C'est les deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont Billy Wilder va s'emparer à très grande ampleur, c'est-à-dire qu'il va vraiment creuser ça à tel point que chez Billy Wilder, il y a un rapport quasi, c'est-à-dire toute interaction est quasi prostitutionnelle, vraiment. Il me semble que chez Lubitsch, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on est plutôt dans le régime de la dépense. Justement, cette note de tailleur au début, qu'il ne se soucie pas de payer, alors que quand c'est la femme qui sonne, il ouvre. Finalement, je me dis que c'est aussi une dépense, si je puis me permettre, qu'il fait avec les femmes qu'il reçoit, puisqu'on le voit entièrement épuisé. C'est quand même ça qu'on voit quand on le voit tout seul dans son lit. La femme est repartie. On les a pas vus ni s'embrasser, ni se parler, ni faire l'amour. Et par contre, lui, on voit qu'il est crevé. Donc, c'est plutôt un personnage, oui, effectivement, de dépense, dans le bon sens du terme, je dirais plutôt pour Lubitsch. C'est-à-dire une forme d'hédonisme. Et le fait... Quand je dis dans le bon sens du terme, c'est que du coup, quand il devient prince, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas changé, c'est pas le pouvoir qui tout à coup lui monte à la tête ou quoi que ce soit. On voit qu'il a une forme de liberté, ce personnage. Il est piégé parce qu'il est pris dans un mariage qu'il ne veut pas et il aime une autre femme, mais c'est un personnage très lubitschien dans le sens où même à l'intérieur de ce piège, par exemple, quand il sort, qu'il va revoir Franzi, qu'il se saoule et qu'il revient et qu'il est allé au cabaret, parce qu'il est aussi allé au cabaret, vous vous souvenez, il est encore dans cette pratique de la dépense. Et je pense que ce rapport, disons, entre guillemets, hédoniste, pour aller très très vite au monde, en fait, c'est celui de Lubitsch, et c'est celui aussi de Lubitsch dans la mise en scène. Pas dans le sens où il faudrait faire les films les plus chers. Il est à la Paramount, il est
dans les studios, je l'ai dit, du Queens à New York, à Astoria, c'est beaucoup moins luxueux que du côté Hollywood. Ça peut se voir parce que voilà, il n'a pas des très très grands mouvements de foule quand il y a le sourire justement à la reine par exemple, alors que Lubitsch, dès la période muette, il était connu pour être le Griffith de l'Europe et pour savoir filmer des immenses décors et des immenses mouvements de foule. Il n'a pas ces moyens-là. Donc c'est pas une question de dépense au sens de l'argent, c'est vraiment un rapport au monde. Et dans la mise en scène, c'est aussi ça, c'est-à-dire savoir à la fois appuyer certains détails et puis à la fois laisser des scènes où on voit beaucoup de gens aller ouvrir une porte, ressortir, revenir, monter l'escalier, redescendre l'escalier et avoir confiance que tout ça fait partie de de cette dépense-là aussi à l'intérieur du récit. C'est pas directement des choses pour l'action, mais en fait, ça sert. Et tout sert. Et on pourrait dire du personnage que c'est ça, c'est-à-dire que tous ces habits qu'il achète, etc., ok, c'est un coquet, c'est rien, ça vaut rien, ça lui donne ni plus de pouvoir, ni plus d'intelligence, mais en réalité, c'est très important. Ça nous attire aussi l'œil. C'est pas seulement que ça plaît aux femmes, ni que ça marque son pouvoir, c'est que ça fait le personnage, quoi, ce rapport-là, il me semble. C'est pas critiqué. Attendez, madame, s'il vous plaît, je vais vous donner le micro parce qu'on enregistre et ça permettra aussi à tout le monde d'entendre. Oui, c'est vrai. Oui. Attendez. The Checkers. Merci. Ça vous laisse 2 secondes. Oui, je voulais qu'on parle 2 secondes de la scène de l'échiquier, parce que c'est quand même l'objet du père. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où elle est triste, abandonnée, le père revient et il a les pions dans une boîte et l'échiquier. Oui. Et c'est cette espèce d'objet transitionnel qu'elle utilise un peu à la fin. C'est étonnant, ça. Pour faire... barrage et en même temps invitation, puisqu'il va terminer sur le lit, cet échiquier. On peut en parler 2 secondes ? Oui, c'est vrai. À chaque fois, qu'elles remettent l'échiquier entre eux, et effectivement quelque chose qui me fait penser à d'autres films de Lubitsch aussi, notamment La Veuve joyeuse, qui va faire 3 ans après, également avec Maurice Chevalier, mais avec Jeannette MacDonald, et où elle joue une veuve très très riche, donc quasiment une reine aussi. Et où c'est carrément le plancher de la salle de bal qui est en damier comme ça, et c'est vraiment très très beau parce que pour le coup c'est un film MGM, donc il y a encore plus de moyens, mais ça me fait penser aussi à La Princesse aux huîtres, où il y a aussi un jeu comme ça sur le décor en damier, mais surtout où dans La Princesse aux huîtres tout est aussi autour du père, c'est-à-dire que c'est la fille qui dit à son père: aide-moi à obtenir cet homme-là, c'est à toi de me le décrocher, cette lune, et où le père, à la fin de La Princesse aux huîtres, regarde par le trou de la serrure le moment où c'est leur nuit de noces, quoi. C'est-à-dire qu'il vérifie que ça y est, c'est bien enclenché, et il me semble, comme vous, que cet objet, oui, est un objet traditionnel, et la présence du père à travers lui, en plus sur le lit, quand il le lance sur le lit, et c'est assez frappant, et en même temps c'est très visuel. C'est-à-dire, si on veut ne pas l'interpréter du tout, en tout cas on voit sur un lit ce motif-là, et déjà rien que graphiquement, c'est ça aussi Lubitsch, c'est qu'il fait ça cristallise comme ça des images qu'on peut interpréter, mais qui existent aussi purement, comme tous les vêtements aussi qui brillent, des détails comme ça de vêtements, il me semble. Mais vous vouliez de manière un peu anecdotique, comme ça, il y a une sorte de raté dans la traduction, je trouve, parce qu'on présente le jeu comme un échiquier, alors que c'est un jeu de dames, en fait, et qu'il s'agit de 2 dames. Voilà, donc je trouvais ça un peu... La traduction dit jeu d'échecs, alors que c'est un jeu de dames. En anglais, c'est checkers. Ils disent vraiment jeu de dames. En fait. Mais en anglais, je ne sais pas s'il y a... C'est chess and checkers, c'est différent, en fait. Autant en français, si on disait jeu de dames, ce serait intéressant. Voilà, c'est pour ça que je le dis. En fait. Je ne veux pas jouer aux dames, c'est un peu le sujet. Voilà, il y a 2 dames. Voilà, donc. Mais en anglais, est-ce que checkers, c'est des dames.
Oui, mais est-ce que checkers, le mot, joue sur quelque chose d'autre? C'est ça que... je sais pas. En tout cas, il se traduit comme ça. Donc, oui, et puis, quand même, c'est le blanc et les noirs. Donc, quand le père revient et dit tu veux les blancs ou les noirs, on pense aussi à la blonde et à la brune dans le film. Et au fond, ce qui me ramène à cette histoire de blonde et de brune, que c'est un dédoublement de l'héroïne féminine, mais que ça n'est pas... comment dire voilà, que ça questionne, que c'est une façon, il me semble, le fait de dédoubler la femme en une brune et une blonde. Et on sent bien que c'est ça, puisque avec la chanson, elle refusionne d'une certaine façon, et on comprend qu'il en choisit une, mais qu'au fond, je sais pas, on a l'impression que l'autre s'est intégré à la blonde, quoi. Je crois qu'il cherche quelque chose, il cherche un tiers, et ça, je le rattache aussi à l'échiquier, c'est-à-dire que, comme vous dites, le père est là, d'une certaine façon. Il n'est pas avec eux, mais ils sont quand même 3 à la fin. Dans la chambre, ils sont quand même 3, mais le 3e, c'est le père. C'est horrible. D'ailleurs, on pourrait le rattacher à la scène du billet. Lorsque le père lui demande de regarder le journal, il y a une photo de lui. Alors, ça rebondit avec Serenada 3, c'est-à-dire le photographe, c'est un artiste théoriquement. Et il lui montre son effigie sur le billet, il lui demande ce qu'il en pense. Et Maurice Chevalier empoche le père. Il n'a pas besoin d'argent, je ne pense pas. Hein. Donc mais ça peut être un lien. Et puis, juste rapidement, parce qu'après... Mais ça, vous pointez bien que, me semble-t-il, c'est un jeu de main chaude, en fait, pour prendre une autre image. Et donc, c'est un jeu de main chaude dans le sens où le 2 n'est pas une bonne... Pour Lubitsch, le 2 n'est pas ce qu'on va avoir dans le cinéma classique hollywoodien, à savoir, on va nous marteler, et Dieu sait que j'aime ces films, que justement, c'est le 2 qui est le bon... c'est le 2, il faut le casser, mais après, pour bien le remettre, mais ça reste le 2 qui fait 1. Et il me semble que Lubitsch, même si... Ce qu'il a fait, souvent, ce sont des films de remariage, comme La 8e femme de Barbe Bleue, où elle épouse quelqu'un et ensuite elle s'aperçoit que non, elle ne veut pas cet époux-là et qu'il va falloir le redresser et donc le menacer de divorce, etc. Donc c'est vraiment une comédie de remariage. Mais en même temps, il me semble que le 2 n'est pas le chiffre de Lubitsch, quoi, et qu'il cherche du 3 et il cherche à réintroduire du trio tout le temps. Et d'ailleurs, à propos du trio et du vêtement, le début de la scène où elles se découvrent toutes les deux, il y a tout un jeu avec la cape qui est vraiment très beau, je trouve, parce qu'elle lui demande de l'enlever, elle lui prend la cape, et il va y avoir son énervement sur ce tissu soyeux, en fait, qui n'est pas du tout fait pour être maltraité. Et elle finit par le jeter, et comme elle pense que c'est le personnage de Maurice Chevalier qui l'a offert, elle le balance, et donc le personnage est là, quoi, il est dans la cape, quoi. Complètement, et c'est ça que je disais quand je disais qu'il y a un travail sur la matière, et ça c'est un travail de lumière, de cadrage, donc faire des gros plans, faire des plans rapprochés sur... pas des gens, en gros. Donc, que ce soit des objets, des vêtements, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est rare qu'on fasse ça au cinéma, ou bien des pièces vides, etc. Et effectivement, ça nous apparaît complètement comme une peau. Quand le plan sur la veste mollement, comme ça, jetée à terre, c'est évident que y a une violence qui fait évoluer le personnage, en fait. Non seulement parce qu'on pense à une image de Mu, mais aussi parce que ce personnage avec les macarons joué par Myriam Hopkins a besoin est mièvre, quoi, et nous est montré comme mièvre. Et un geste comme ça, qui au fond pas très violent, de jeter quelque chose à terre, devient d'une grande violence. C'est aussi ça l'économie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... Et par exemple, une baffe est finalement très surprenante. Et ce qui est intéressant après, et on a toujours ça chez Lubitsch, là encore, paf, une baffe, l'autre répond, une autre gifle, mais il y a toujours un après. C'est...
il y a toujours un après du gag qui fait encore partie du gag, et toujours ce jeu entre le geste et la parole. Et l'après, c'est est-ce que je t'ai fait mal ? Non. Et moi, est-ce que je t'ai fait mal ? Oui. Et on a à nouveau la distinction entre les deux personnages, puisque l'une a tout vécu, et en fait c'est elle qui souffre le plus, puisque c'est elle qui va être éjectée du couple, et l'autre c'est la petite fille qui n'a pas encore grandi et qui dit oui j'ai très mal, et donc à travers même des petites choses, oui, il y a en fait une violence émotionnelle qui passe, et l'habit, oui, moi aussi m'a semblé comme une peau, mais là encore, pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a la dimension, cette veste-là, on en a parlé en disant elle vient du grand magasin Mandelbaum et Grunstein, ou je sais pas quoi. Donc là encore, on a mis une étiquette aussi dessus, c'est-à-dire que ça appartient au monde. C'est ça qui sera beaucoup plus marqué chez Billy Wilder. C'est qu'en fait, souvent on a l'idée que Lubitsch, il est hors du monde parce que c'est du théâtre, qu'il y a une théâtralité des très très riches, que les décors sont blancs, que ça n'existe pas, que c'est un monde sans souci d'argent, etc. Mais à chaque fois qu'on voit un film de Lubitsch, il y a des détails qui font que non, au contraire, on sait que ça vient de tel grand magasin, et en plus c'est de l'arnaque. Elle le dit, hein, ils vous volent, mais c'est du vol, mais c'est tellement beau que... Voilà. Donc elle aussi, elle est dans la dépense. C'est vraiment une philosophie que porte aussi le personnage, pourtant pas riche, joué par Claudette Colbert. Elle a la même idée que vivre, c'est ça. Vivre, c'est s'acheter une veste, se faire offrir une veste très chère, c'est ça. Et puis le petit clin d'œil rigolo aussi à propos de « si tu veux pas que je me marie avec lui, j'épouserai un Américain ». Oui. Alors, c'est un film qui se situe entre les deux guerres, évidemment, puisque là, c'est fait en 1932. Ça se passe... comment ça se fait qu'il fait cette réflexion à propos du mariage déjà, en tout cas, en 1919, dans La Princesse aux huîtres, où il y avait aussi l'idée de ces Américains qui sont ils étaient nommés, vous vous souvenez, ces Américains qui sont d'horribles mercantilistes, quoi. C'est-à-dire que déjà, des libéraux, c'est ça, c'est récurrent. Et de même que dans le début de La 8e femme de Barbe Bleue, vous voyez bien que le personnage joué par Gary Cooper, c'est le cliché de l'Américain. Et ça se confirme, c'est un boursicoteur de haut vol. Et chez Wilder, il reprendra d'ailleurs ce rôle, vraiment du cliché de l'Américain. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent et qui pense qu'on peut tout acheter, qui pense que l'argent, y compris donc une femme, y compris... oui, il y a ce jeu entre l'Europe et l'Amérique qui doit bien amuser Lubitsch, parce que lui, il est passé en Amérique et qu'il ne reviendra pas d'ailleurs. Il ne reviendra pas en Europe. Il ne reviendra pas se réinstaller en Europe. Moi, je voulais être sûre d'avoir bien compris l'histoire. C'est on prête des intentions depuis le début, mais en fait, lui, il se retrouve quand même pris au piège du fait que normalement, il devrait avoir la tête coupée parce qu'il a fait un clin d'œil à la... Donc finalement, lui, il est obligé d'accepter le mariage quoi qu'il arrive. Et on a l'impression que même la fille a envie d'évoluer pour lui faire plaisir, parce que bon, elle sent bien qu'il a pas envie d'être marié avec, et que l'autre femme lui l'aide à devenir un peu comme elle, pour que ce soit moins cruel pour lui de rester avec elle, mais quand même à la base. Il n'a pas du tout le choix, lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est finalement un triangle un peu amoureux, mais en fait, finalement, c'est plutôt la loi de ce fameux pays qui dit c'est soit il l'épouse, soit il est tué. Et donc, c'est pas spécialement eux qui décident dans cette histoire. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'on a parlé du père, de son échiquier, de son argent, que c'est, comment dire, que cette loi au sens... que l'histoire au sens littéral, là, ce que vous venez exactement de raconter, peut être un peu métaphorique ou déjà peut-être de la loi du père, par exemple,
ou bien, donc c'est pas seulement une loi au sens politique, enfin c'est pas seulement une affaire politique où effectivement c'est la loi du pouvoir, et d'autre part, est-ce que ça peut pas être aussi considéré comme une sorte d'allégorie d'un rapport aux femmes, au fond, c'est-à-dire qu'un type comme ça, qui tous les matins se réveille épuisé parce qu'il y en a une autre qui a passé la nuit avec lui, bah oui, il y a bien un moment, il va se faire mettre le grappin dessus. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y en a une qui va réussir à l'attraper, et là, au secours, quoi. Et donc, il va fuir à l'intérieur du couple. Et donc, peut-être que c'est juste... toute cette histoire politique, c'est aussi une façon de réfléchir sur... à un moment, il y a une injonction qui est d'être en couple. Donc, la monogamie, quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, il y a ce cadre que vous racontez, mais c'est un cadre qui peut faire penser à celui de l'obligation, entre guillemets, à un moment de choisir, de s'installer, voilà. Ça me fait penser à... Je peux parler sur le micro ? Si, Vous avez ça me fait penser à la scène avec l'ami qui est prêt à tromper sa femme, et il lui dit mais enfin c'est la même, celle-ci c'est la tienne, avec 10 kilos de moins, etc., 15 ans de moins. Et, oui, mais alors là encore, c'est Lubitsch, parce que dans n'importe quel autre film, vous auriez ça, et ce serait déjà drôle. C'est-à-dire, effectivement, cette réflexion n'est pas fausse. Tu es en train de rechoisir la même, mais 15 ans plus jeune. Mais en fait, chez Lubitsch, il y a toujours un deuxième temps, une espèce de deuxième temps qui est « Ah oui, mais en fait, il dit ça pour avoir la fille ». Donc, on va le découvrir après. Ouais. Le deuxième temps, c'est qu'au fond, on ne sait même pas s'il pensait vraiment ça. C'est une idée qui dit comme ça. Et puis, en fait, ça lui permet aussi de... Voilà, ouais. Donc il y a toujours un truc à double détente comme ça dans ces gags-là, je trouve. Elle est d'autant plus désirable qu'elle est désirée par l'autre. Et on est trois aussi, là toujours. Là encore, on est toujours à trois. Oui, c'est la triangulation amoureuse à la René Girard. Oui, moi je voudrais dire qu'au-delà de l'histoire du premier plan du film, il y a un deuxième plan, en fait, il y a une critique assez forte de la royauté, et je pense que là, on n'en a pas du tout parlé, mais elle est quand même énorme, cette façon de critiquer sur tous les plans la royauté. Et ça, j'aimerais bien qu'on... Je sais pas, est-ce que c'est un sujet récurrent ou pas, ou est-ce que c'est seulement sur ce film-là, je suis incapable de le dire. Dans les autres films d'opérette, on est aussi dans ces... On n'est pas forcément... Là, c'est Vienne, c'est marqué que c'est Vienne, l'Empire austro-hongrois, mais dans d'autres, ça s'appelle Sylvania, ça s'appelle... Voilà, c'est des pays dont on voit bien que c'est Mittel Europa, mais c'est imaginaire. Mais par contre, la royauté, alors par exemple, des fois, c'est Janet MacDonald, donc l'héroïne, qui est une reine, qui est elle-même reine, et qui c'est dans Parade d'amour, ou c'est dans Parade d'amour, où c'est un peu similaire comme récit, donc c'est avant, où elle est très indépendante, elle ne veut pas se marier, mais par contre c'est tout son conciliabule, tout son conseil des ministres qui insiste et ne parle que de marier la reine, et finalement ça tombe aussi sur Maurice Chevalier, parce qu'il revient de Paris tellement il a fait des phrases qu'on l'a ramené en Sylvania. Donc oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai quand même tendance à croire que le contexte comme ça politique est plus métaphorique qu'autre chose. Mais vous y voyez vraiment une critique de ce régime-là ? Oui, moi, ça m'a beaucoup frappé. Oui. Je trouvais qu'il fait fort, quoi. Il tape fort. Il tape fort sur sur tout le décorum, la façon. Enfin, et puis les personnages sont quand même d'une tristesse terrible, quoi. Ils n'ont pas de personnalité ni rien. On a l'impression que ce sont des fantoches qui sont dans un décor. Et je pense qu'il frappe fort, quoi.
plus que la royauté, une critique de l'âge, c'est vraiment l'empire austro-hongrois qui est décadent et qui est en train de... Voilà, c'est au même moment que Robert Musil a quand même écrit L'homme sans qualité, qui est quand même une critique très acerbe contre le régime hongrois, qui se voit encore comme grand, mais qui est complètement décadent. Et c'est... il y a il ne Vienne. reste plus que la pompe, quoi. Exactement. Et donc, il y a un décalage complet entre Vienne, qui encore se voit comme avec le roi qui se voit comme le grand, et puis l'autre pays là en question, qui peut être un des pays satellites, avec l'émergence des nationalismes autour de l'Empire hongrois. Donc ça peut être un de ces... moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais, avec la scène des vaches quand même, parce que ça revient, l'histoire des vaches. Le bétail est prioritaire sur nous. Ensuite, donc, on voit les vaches qui passent, et puis ensuite, les vaches sont transformées en escalopes. Schnitzel to you. Et puis elles sont ressaisies encore. Justement, je disais que l'objet devient un mot quand il dit ça c'est un vrai schnitzel une fois qu'il l'a embrassé. Ce qui est plus du tout, ce qui est complètement détaché de ce que c'était au départ. Mais la balkanisation. Je ne sais pas si les films sont sur la balkanisation de l'Europe à l'époque, mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens de coquille vide, quoi. C'est-à-dire qu'il filme justement, c'est pour ça que je disais que contrairement à Sternberg, qui adore le faste de tout ça, qu'il ne vit pas, mais qui peut le recréer à Hollywood, lui, il s'en amuse, mais il voit bien que c'est effectivement du décorum vide qui ne reste plus que ça, en fait. L'histoire va donner raison. Il reste que quelques années à l'Autriche. Tout à fait, l'histoire lui a donné raison. Et je dirais, mais c'est son histoire personnelle aussi. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il a choisi de rester aux États-Unis. C'est un peu comme Renoir plus tard. On en fait des exilés, etc. Mais en fait, on voit bien qu'ils aiment ce pays. Ils aiment les États-Unis aussi. Ils sont capables de les critiquer à travers des personnages d'hommes d'affaires et tout ça. Mais au fond, ils sont assez pour l'individualisme américain, par opposition à tous ces grands régimes qui nient l'individu malgré tout, qui l'écrasent sous cette couche de hiérarchie et sous des cultes de la personnalité de leader. Donc, que ce soit lui, que ce soit Billy Wilder, qui a aussi quitté l'Autriche-Hongrie, c'est des gens qui ont choisi l'Amérique. Je pense que c'est quand même pas anodin. Sans y adhérer pleinement, sans devenir des amis. Ils avaient un accent à couper au couteau et tout ça, mais ils ont quand même choisi un régime aussi politique, je pense. Ouais. Sans avoir à le fuir, comme devront le faire quand même beaucoup d'Autriche. Ils ont quand même perdu de la famille, et Lubitsch et plus tard Wilder ont vraiment appris que des membres très proches de leur famille avaient été tués, déportés et tués. Donc ils étaient encore reliés à ça. Mais en tout cas, cet ancien régime qu'ils ont quitté, effectivement, ils l'idéalisent pas du tout. Ils sont capables de tourner en dérision, mais je pense qu'ils le faisaient déjà en Europe. Dans les opérettes, c'était déjà... Mais ils en savent bien la dangerosité. De même que Chaplin, qui était anglais, mais a bien... était très très concerné par ce qui se passait en Europe et a fait le dictateur aussi dans cet état d'esprit. Si vous pensez au dictateur de Chaplin, il y a effectivement des représentations de ce Hinkel, de ce dictateur, qui font penser à ça, à des caricatures d'opérettes, mais grinçantes. Ouais. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Alors attendez, en 31, il était... Qu'est-ce qu'on savait d'Hitler en 31 ? Il n'avait pas été élu. Il était sorti de prison déjà, je pense. Il était un peu connu, ouais, peut-être. Il était élu. Ils ont gagné les élections en 33, donc c'était pas loin. Non, ouais. Il était déjà connu, peut-être. Ah oui. À l'étranger, je sais pas, mais. Ouais. Mais de toute façon, oui, Hitler ou pas, je pense que c'est de toute façon tout ce
ce régime-là. Enfin, c'est pas forcément contre une personne. Mais ils ont sans doute que de connaître cet ancien régime leur permettait d'anticiper que le régime d'après, au fond, était né aussi de ça, de cette structure-là, oui, dictatoriale. Bon, mais en tout cas, merci pour tous ces éclairages diffractés. Et n'oubliez pas de venir voir Haute-Pègre. Donc le 16 novembre. Sophistication extrême, et qui se passe à Paris. Donc le 16 novembre. Voilà. Merci. Merci Charlotte.